Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je remercie en particulier les messieurs parce qu'ils ne sont pas nombreux et que finalement, il faut beaucoup d'audace pour approcher le corps de la femme. C'est la thématique de notre débat, de notre table ronde. Alors, pour l'introduire, je vais vous livrer, puisque nous sommes toutes des auteurs, une petite lettre sous forme que j'avais préparée pour ma fille. J'en ai 3. Elles y ont eu droit toutes les 3. Et ça permet d'introduire un petit peu notre débat. Ma fille, chaque époque de cette humanité si belle quand elle le veut, si désespérée d'elle-même quand elle a peur, chaque époque a martyrisé mon corps de femme au nom de la beauté, au nom de la pureté, au nom de la peur, au nom de ces inventions magiques ou maléfiques, tragiques ou mortifères qui scandent la vie des êtres humains, les religions, les politiques, l'éducation, l'organisation de la cité, l'histoire, le patrimoine, la mode. J'ai donc eu tout cela envers et contre mon corps. C'était impossible. Et pourtant, foi de schizophrène, je réfléchis et mon corps se rappelle. Le viol de tout temps, le viol parce que la guerre, le viol parce que la faim, le viol parce que la rage, la colère, la frustration, parce que le silence, ou mieux encore la coutume. Et longtemps le viol légal, sacro béni par les liens du mariage, où mon corps avait été vendu pour sauver mon père, ma mère, mes ancêtres de la débâcle, l'argent, encore l'argent. Et là, mon sexe, mon pauvre petit clitoris mutilé pour être sûr que le plaisir soit pour moi une terre inconnue et que je regarde les 5-10 secondes de coït en face et que cela suffise largement à ma joie, berk. Et ici, mon ventre, transformé en usine à fabriquer des ombres, des non-hommes, des esclaves. Et là, le bandage de mes pieds pour que j'avance dans la vie à petits pas menus et douloureux. Ici, l'élongation de mon cou jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un bout de chair molle, un pont de papier entre mon corps et ma tête. La déformation des cartilages de mon visage, les lapidations pour cause d'amour, et les voiles de la honte qui me couvrent comme d'un suaire et me font mourir avant d'être morte, et les aiguilles à pointe acérée traquant mon ventre quand mes bras ne peuvent plus porter de vie. J'ai dit oui à tout cela. Vous plaisantez. Vous plaisantez. Et les ordonnances sans appel délivrées par la mode, qui a beaucoup conjugué son féminin au masculin. Ici, le cul ample, la poitrine énorme, gavage. Là, le cul maigre, la poitrine concave, anorexie. Porte-manteau, cintre des drapeurs de tissu, les corsets, les talons démesurés, les faux culs, les faux seins, les faux tout. Et aujourd'hui, l'armée de Donald Duck boostée par les infiltrations de silicone, l'éclaircissement de la peau ou le diktat du cheveu, la dictature du jeunisme parce qu'un vieux corps n'est plus femme. Tout cela pour répondre à une exigence dont je ne suis pas vraiment sûre qu'elle soit mienne. Regarde bien, petite fille, chaque fois mon corps s'est inscrit, a été malmené dans une relation de dominant à dominé par les hommes, par l'histoire, par la colonisation, par la fureur, par la barbarie, par les coutumes qui disent souvent la peur plus que la sagesse. Alors mets-toi debout avec moi, on va renverser la table doucement, comme la fleur s'épanouit, parce que le corps des femmes, mon corps, le tien, le nôtre, sont comme un livre dans lequel le monde écrit sa partition. Alors ma fille, foi de schizo qui vit 1000 vies, et au nom de ces millénaires qui parlent à mon corps, nous avons beaucoup, beaucoup de liberté à conquérir, beaucoup de dignité à offrir, beaucoup de plaisir à rattraper. Et notre première arme est le désir de nous-mêmes. En fait, j'ai 5 ans et dans mon monde d'enfant, devenir grand, c'est aussi choisir son sexe pour le futur. Et oui, j'y ai cru. Si, j'y croyais. Merveilleuse liberté. C'est le temps du rêve, mais à 5 ans, je ne savais pas encore que mon corps était chargé de tant de millénaires. Voilà, c'est ce qui peut servir on va dire, de présupposé à cette table ronde qui accueille 3 auteurs. Safiatou Dikoba, magnifiquement en jaune et bleu. Catherine Cusset, tout au bout. Et Sophie Bessis. Alors, Safiatou, vous êtes une auteure malienne. Je ne sais pas si je vais résister au vouvoiement et au tutoiement très longtemps, mais ce n'est pas grave, je vais essayer. Ouais, tu es une auteure malienne, diplômée de l'École normale supérieure de Bamako. Tu as obtenu une maîtrise professionnelle du développement international. Tu vis aux États-Unis. Tu es membre du réseau des femmes écrivaines du Mali et de la diaspora. À ton actif, 6 livres, 4 romans, un recueil de nouvelles, un recueil de poèmes, des ouvrages collectifs. Tu as reçu en octobre 2020 une distinction de l'ONU Femmes Mali pour ta créativité littéraire. Et tu as écrit ce poème dont je te propose de lire un extrait pour ouvrir notre conversation. Merci beaucoup, Marie-Josée. Rapproche le micro. Merci, Marie-Josée. Merci, cher public.
Le poème, ça s'appelle Vierge à vie. Ma fille, laisse-moi te raconter. Comme toi, je fus des lèvres pulpeuses au goût de miel, des seins chauds, bombés comme les mamelles d'une brebis qui vient de mettre bas, des cuisses aimantes comme celles d'une vierge. À la vue de mes seins, de mes fesses, tout devenait vertige. Le désir de ce corps chaud tenaillait tout son être. Cette envie de la chair le faisait gémir, telle une bête sauvage tapie dans son bas-ventre. Rêvant déjà à des airs d'extase, j'ai cru, oh comme j'ai cru à Elias, le bel Elias, à son regard insistant, que je croyais bienveillant. Il s'était glissé en moi dans toutes ses formes, murmura tendrement des confidences douces. Et pourtant, ce n'était qu'illusion, illusion des illusions. Ce n'était pas l'élan de son cœur, mais les désirs de la chair. Tout aurait pu être beau si je n'avais pas compris qu'il voulait juste par folle désir se saisir de ma jeunesse, voler mon âme, me faire passer dans sa casserole, tous pareils. Je compris, oh que j'ai compris tout, je ne voulais plus de lui, que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Je voulais partir, ma fille, prendre mon destin en main, partir, Dieu, quitter ce monde de malheur où tout est décidé pour moi, du couteau de l'exciseuse au choix du mari. Partir, on me refusa cette décision. Le conseil des sages s'était réuni, le choix fut le leur. On me fit croire que ma vie ne m'appartient pas, mais à ma famille, à ma communauté et désormais à Tchokari, cet autre. Oui, cet autre qu'on avait choisi à ma place. Humilié par mon nom, Tchokari déchargea sa haine dans mon vagin. Ce pénis monstrueux déchira mon vagin dans une odeur de sang chaud, sang de haine, douleur cruelle au bas-ventre. Mon cri perça la nuit, remonta jusqu'au ciel. La lune et les étoiles se cachèrent derrière les nuages. Un instant, le ciel s'assombrit, mes forces m'abandonnèrent. Safiatou, c'est autobiographique? Non, ce n'est pas autobiographique. Comment tu l'as écrit? On avait une aide ménagère qui partageait la même chambre que moi. Elle est comme une maman à moi. Donc chaque soir, je l'entendais chanter. Ce chant qu'on chante l'éloge des rois du Mali. Le roi Biton Koulibaly, c'était un grand roi à Ségou, la quatrième région du Mali. Ça fait comment ce chant? Ce chant, c'était Aetwanga, Mama Baro, Yasa Baro Nadia, Efama Yea. Aetwanga, Biton Baro, Yasa Baro Nadia, Efama Yea. Ianga, Biton Koulibaly, Ianga. Et alors, c'était son histoire? C'était son histoire. Non, elle se prenait pour une princesse parce que ce roi-là, elle dit que son mari sera un roi un jour, elle sera sa reine. Le bel Elias dont je parle dans le poème, elle dit que ce sera le roi, elle sera sa reine. Et cette chanson, elle le chantait tout le temps. Et finalement, je lui ai posé la question une soirée. Elle s'est mise à côté de moi, elle m'a lancé, elle m'a raconté l'histoire qu'elle a été violée parce que elle a surpris Elias avec une autre fille, sa meilleure amie. Donc elle a décidé de ne plus avoir d'homme dans sa vie. Malheureusement, sa famille l'a forcé à marier un autre qui la violait chaque soir et de ce viol est née une fille. C'est cette fille dont elle s'adresse. Elle s'adresse à cette fille qui est l'enfant du viol. Voilà, l'enfant du viol. Voilà. Ok. Alors la blessure comme identité, on va en parler tout à l'heure parce que c'est quand même c'est une forme d'identité au féminin. Catherine Cusset, vous êtes tu es auteur d'une quinzaine d'ouvrages, tous publiés chez Gallimard entre 1990 et 2021, lauréate de plein de prix dans le Goncourt des lycéens en 2008, finaliste du Goncourt tout court en 2016, traduite dans une vingtaine de langues, agrégée de lettres classiques, auteur d'une thèse sur le marquis de Sade, c'est important de le préciser quand même. Tu as vécu 30 ans à New York, d'où tu reviens avec ce livre, La définition du bonheur, dans lequel les personnages féminins sont au centre. Et tu écris ceci. Alors Clarisse, je présente un petit peu avant que tu lises. Clarisse a 15 ans, et dans une station de vacances, elle rencontre le beau Samuel qui en a 17. Tu nous lis ? Il referma sans bruit la porte de la chambre et la verrouilla. Le volet mécanique était baissé et l'obscurité totale. Il posa une main sur ses reins.
tandis que l'autre effleurait ses lèvres. Une troisième main la poussa sur le lit. 3 mains, trop pour un seul homme. Son cerveau fabriqua instantanément une explication innocente. Les petits frères de Samuel avaient monté une embuscade pour lui faire une blague. Mais ses mains, elle le sut tout de suite, n'étaient pas celles d'enfant. La main sur sa bouche, bloquant ses narines, rendait sa respiration difficile. Quand elle essaya de l'ôter, on l'en empêcha. Une autre s'empara de son poignet droit et posa les doigts de Clarisse sur quelque chose de chaud, mou et poilu. Elle était pétrifiée, elle devina qu'ils étaient 3. Les 2 autres étaient ses cousins, bien sûr. La surprise, c'était elle, le cadeau d'anniversaire de celui qui avait 18 ans. Des mains tirèrent sur le nœud dans son cou et lui ôtèrent son haut si brusquement qu'elle entendit craquer la soie. On lui enleva ses sandales en forçant, sans même ouvrir la boucle. Le jean glissait mal, ils s'y mirent à 2. Le slip suivit, elle était nue. Un des garçons, le gros, s'assit à califourchon sur elle. Il l'écrasait, coinçant un de ses bras sous son genou. On lui pinça le nez, elle lui ouvrit la bouche pour respirer, et un sexe s'y engouffra. Un autre se frottait contre sa main. Si elle avait crié, personne ne l'aurait entendu, pas même les garçons qui dormaient dans l'entrée, séparés d'eux par la salle de bain. Elle était entrée de son plein gré dans cette chambre, s'était jetée, tête la première, dans la trappe. Comme l'animal pris au piège par des braconniers, elle n'avait plus d'autre choix que de se laisser faire pour en finir au plus vite. Elle assistait à la scène de loin, comme s'il s'agissait d'un film qui ne la concernait pas. Des mots lui parvenaient, « pousse-toi, à moi, vas-y ». Elle fut tournée et retournée comme une crêpe. L'un d'eux, le plus jeune peut-être, éjacula tout de suite, et ses cousins se moquèrent de lui, puis ils finirent tour à tour dans des grognements ou des cris. Ils ne la retenaient plus. Elle se désemmêla des corps allongés, se leva, récupéra son jean et son dos nu au pied du lit, ramassa une sandale et puis l'autre, tourna le verrou, traversa le couloir et se retrouva dehors. La nuit était moins sombre que l'intérieur de la chambre. Elle courut, nue de la tête aux pieds sur les pavés. 5 portes plus loin, elle s'arrêta pour enfiler son haut déchiré et son jean. Elle n'avait pas sa culotte. Elle s'accroupit pour attacher ses sandales et se remit à courir. Entendant la mer sur sa droite, elle tourna à gauche et avança dans l'obscurité. Le mistral froissait les feuilles des palmiers. Le bâtiment central, éclairé, finit par apparaître. Un employé en sortit, en tirant 2 grosses poubelles. Elle se cacha derrière un arbre. Les premières lueurs de l'aube éclaircissaient la nuit. Elle atteignit son bungalow et prit une longue douche très chaude en frottant au savon toutes les parties de son corps. Elle passa des heures allongée sur son lit, les yeux ouverts, sans poser réglisse contre son cou, comme si un contact avec sa peau allait le souiller. Elle se sentait sale malgré la douche. Elle attendit 1 heure de l'après-midi avant de se lever et de se diriger vers le restaurant. Elle était sûre qu'il serait parti. La route était longue jusqu'à Versailles, mais en approchant de la terrasse, elle entendit leur voix. Elle s'arrêta derrière un pilier. La famille y déjeunait. Samuel et ses cousins étaient comme d'habitude, riaient comme d'habitude. Il regarda dans sa direction et sourit. Elle était certaine qu'il l'avait repéré. Malgré sa faim, elle n'eut pas le courage d'aller jusqu'au buffet. Elle prit un café à l'intérieur et retourna à son bungalow. Tout son corps tremblait. Elle passa l'après-midi au lit, à lire Au bonheur des dames. Denise et ses frères, arrivant à Paris, lui permirent de s'oublier. Elle en fut reconnaissante à Zola. Quand elle retourna au restaurant vers 19h, affamée, ils étaient partis. Catherine, je t'interromps parce que j'ai juste une question à te poser là, sur cette lecture. Est-ce que tu permets de lire un tout petit paragraphe? Oui, je t'en prie, vas-y. Parce que c'était celui-là que je voulais lire. Je suis méchante. C'était la fin du mois d'août, les arrivants étaient moins nombreux. Paulette remarqua qu'elle n'était pas en forme. Clarisse prétendit qu'elle avait ses règles. Sa marraine lui apporta un thé chaud au citron. Elle était maternelle, pleine de sollicitude, mais il était impossible de lui dire ce qui était arrivé. Clarisse avait trop honte. Il fallait une sacrée dose de stupidité, à 16 ans, pour suivre un inconnu dans sa chambre et le croire amoureux. Comme son petit ami parisien, Samuel avait remarqué qu'elle était disponible. Il avait partagé avec ses cousins parce qu'il était généreux ou que c'était amusant. Elle savait ce que diraient les gens. Sa mère la première. « Tu l'as cherchée, ma pauvre fille. » Personne ne devait savoir, jamais. Au souvenir de l'usage qu'en avait fait d'elle, elle éprouvait de la révulsion, pas seulement vis-à-vis des garçons, de leur sexe et de leurs pulsions, mais d'elle-même. Elle n'avait pas juste été passive, elle avait coopéré pour en finir plus vite, mais pas seulement, pour plaire, pour ne pas les décevoir, parce qu'elle était gentille. Vous avez des textes toutes les deux qui sont très très durs. On est directement au cœur du sujet.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ton livre, Catherine, c'est que finalement, on n'a pas l'impression que cet épisode, une fois qu'il est clos, il ne réapparaît jamais dans la vie de Clarisse, sauf très très tard. Comme si on s'habitue à une forme de déni. Ça la marque ou ça la marque pas pour toi? Il y a un déni puisque justement il réapparaît 20 ans plus, elle avait 16 ans, il réapparaît 35 ans plus tard. En fait, elle avait oublié. Parce que d'abord, enfin, c'est pas vrai, il y a deux réactions. Elle en a parlé à ses parents 20 ans après. Et ses parents, elle en a parlé pendant un dîner où son père parlait d'un viol qui avait eu lieu dans le RER et il s'est permis un commentaire raciste à propos des Arabes. Et Clarisse lui a dit, tu sais quoi, c'est sorti de sa bouche comme ça. Et moi j'ai été violée, j'avais 16 ans, par 3 garçons, et ils étaient juifs. Voilà, son père est juif, donc il y a une espèce voilà, il n'y a pas que, quoi. Et la réaction des parents est absolument incroyable, puisque personne ne dit rien, ils baissent la tête. Et en fait, c'est comme si elle avait commis un crime contre le bon goût. On est à table, on n'étale pas son intimité sur la table pendant un dîner. Et donc, ils sont chez elle va chercher quelque chose dans la cuisine, elle fait la vaisselle. Quand elle revient, ils sont passés à un autre sujet. Alors, garde en tête la question que j'ai envie de te poser, mais que je ne te poserai pas parce que je vais donner tout de suite, à savoir quel rapport la femme moderne entretient maintenant avec son corps, aujourd'hui, et que je vais poser d'ailleurs à toutes les... Sophie Bessis, tunisienne et française, historienne de formation, spécialisée dans l'économie politique du développement, militante pour les droits humains, particulièrement ceux de la femme, à la fois journaliste, chercheuse. Tu as écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages qui analysent les relations Nord-Sud, qui décortiquent l'Afrique subsaharienne, l'histoire complexe des pays du Maghreb. Tu as publié, par exemple, en 2007 chez Albin Michel, Les Arabes, les femmes, la liberté. Quel texte tu nous as choisi? Parce que ça, c'est la liberté de ton choix. Alors, je ne vais pas... Prends ton micro. Oui, mon micro. Je ne vais pas, effectivement, j'ai écrit... 2 ouvrages sur les femmes, Femmes du Maghreb, l'enjeu, toujours sur le Maghreb, et puis Les Arabes, les femmes, la liberté. Et puis, bon, dans beaucoup de mes ouvrages, j'ai parlé de cette question des femmes sous différentes formes. Mais là, je vais lire des extraits de mes articles que j'ai écrits dans des revues sur cette question-là. D'abord, une histoire, et puis un début d'analyse. Alors, l'histoire... C'est une histoire qui est rapportée par un journal tunisien durant l'été 2015. C'est une dame qui se baigne en maillot sur une plage de Tunisie. Et elle raconte « Je n'avais pas remarqué, raconte-t-elle, un homme d'un certain âge qui s'était approché de moi avec un regard vide car il faisait tout pour éviter le mien. Ce monsieur me lance « Ne trouvez-vous pas que votre tenue n'est pas respectueuse ?» Face à une telle intrusion dans ma vie privée, j'ai répondu à cet homme que j'étais à la mer et que la tenue la plus adéquate était certainement une tenue destinée à la baignade, en l'occurrence un maillot de bain, et que non, je ne voyais pas en quoi ma tenue ne serait pas respectueuse. Il m'a avoué alors qu'il avait peur que si son garçon de 15 ans venait à me voir en maillot, cela risquait de provoquer je ne sais quoi dans son esprit. J'ai conclu notre conversation en lui conseillant d'apprendre à son fils en particulier et aux hommes en général à contrôler leurs instincts au lieu de demander aux femmes de se couvrir. Voilà. Alors là, l'échange est pacifique. Bon, il est violent mais pacifique. En général, le plus couramment, la violence verbale ou physique l'emporte sur le dialogue quand se rencontrent 2 visions opposées de la relation au corps, donc du rapport à soi, à l'autre et au monde. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, au fond, qu'est-ce qui se passe dans tout ce que vous avez raconté? C'est que le corps des femmes ne leur appartient pas. C'est un corps social, c'est un corps collectif. Et par ailleurs, mais ça on n'aura pas le temps de tout aborder, les femmes sont sommées par leur corps de porter sur elles l'identité collective d'une société. Alors, la question que beaucoup de femmes, chercheurs, se sont posées, c'est pourquoi? Vous le savez, le contrôle du corps des femmes est tout aussi ancien que la domination masculine elle-même, tout entière tournée vers un objectif, le contrôle de la maternité. Et
selon des modalités particulières dans les différentes civilisations, le contrôle de la maternité passe par le contrôle de la sexualité féminine, de façon à assurer sa fonction reproductive au profit de ce qu'on appelle le groupe des mâles. Depuis les origines de l'humanité, les hommes ont cherché à proposer des réponses à une question fondamentale. Pourquoi les femmes ont-elles le pouvoir exorbitant de donner naissance aussi bien à des filles qu'à des garçons? Pourquoi les hommes doivent-ils nécessairement passer par une femme pour se reproduire à l'identique, c'est-à-dire pour produire des garçons? Et donc, bon, vous savez, la chercheuse Françoise Héritier a élaboré le concept de valence différentielle des sexes. Et en fait, le fait que l'homme ne peut pas se reproduire par lui-même permet de comprendre le mécanisme de la dépossession des femmes, de la dépossession de leur corps. La hiérarchie entre hommes et femmes découle de cette dépossession initiale, laquelle est en fait une réponse face au privilège féminin et à la nécessité pour les hommes d'avoir en leur dépendance le matériau ou le véhicule nécessaire pour se reproduire à l'identique, c'est-à-dire pour se donner des fils. Voilà. Alors on comprend dès lors que toutes les sociétés gouvernées par les hommes se sont prioritairement attachées à codifier les modalités de ce contrôle par l'élaboration d'ordres symboliques qui donnent naissance à l'ensemble des coutumes, par la mise au point de systèmes de parenté différents d'une région du monde à l'autre, mais qui ont toutes pour point commun la soumission des femmes à l'ordre masculin. Quant aux religions, quelles qu'elles soient, on ne s'en fait pas là-dessus, elles sont toutes pareilles sur ce point. Elles ont servi à sacraliser les injonctions au travers desquelles s'exerce la domination patriarcale. Donc religion et coutume étroitement mêlées, se renforçant l'une l'autre, ont ainsi édifié des appareils normatifs de domination et toutes ont permis de légiférer sur le corps des femmes. Et c'est là que je voulais en venir. En fait, le corps des femmes est le seul corps sur lequel on légifère. Les appareils juridiques de contrainte ont toutes pour fonction de valoriser la fonction maternelle et de démoniser la féminité. En fait, le désir féminin autonome doit être diabolisé car le contrôle de la sexualité féminine est indispensable, car le contrôle de la sexualité féminine est le seul qui permet d'établir la véracité de la filiation. Et voilà. Sophie, quel type de réaction il y a eu à la publication de cet article? Honnêtement, j'ai oublié. Je préfère oublier. Honnêtement, j'ai oublié. Est-ce que les femmes s'y sont reconnues? Est-ce qu'il y a eu un engouement? Je crois que... Alors, évidemment, quand on parle des religions comme reproductrices de l'ordre symbolique, on va toujours avoir des gens qui vont dire oui, non, mais c'est pas tout à fait comme ça, quand même, c'est une lecture peut-être trop radicale du fait religieux, mais j'ai beau avoir étudié dans ma vie toutes les formes. Je n'ai pas étudié toutes les religions, évidemment, sinon je serais une savante extraterrestre, mais au moins les trois monothéismes, pour ne prendre que, évidemment, ce sont des appareils normatifs, ça n'a rien à voir avec la foi. Il faut totalement différencier les deux. La religion comme appareil normatif de contrôle des femmes. Et bon, il y a toujours des gens qui vont te dire non, mais quand même, c'est pas vrai. Mais dans l'ensemble, il y a un consensus sur le fait que les femmes sont un corps social sur lequel on légifère, sur lequel les hommes légifèrent par tous les moyens possibles, par la virginité, par les mutilations génitales, par l'interdiction de l'avortement, par l'interdiction de la contraception. Tout ça, c'est des manières de légiférer sur le corps des femmes. Et il y a un consensus quand même qui s'est dégagé. Il a fallu du temps, bien sûr, mais un consensus qui s'est dégagé pour dire c'est vrai, le corps des femmes est un corps social. Alors, toutes les trois, vous venez de cultures complètement différentes, d'espaces culturels complètement différents. Juste à toi, je voudrais poser la question, est-ce que tu penses qu'on peut être femme et libre, aujourd'hui, on est en 2021, est-ce qu'on peut être femme libre de son corps dans le monde arabe et puis dans le monde ailleurs que le monde arabe? Moi, je crois qu'il y a peu d'espace, en définitive,
où le corps des femmes, peu d'espace culturel, j'entends, civilisationnel, appelons-le comme on veut, où le corps des femmes est totalement libéré. Je ne crois. Alors, évidemment, les modalités de l'oppression sont différentes. diffèrent, Oui. mais l'oppression elle-même ne diffère pas. Bien sûr, les modalités diffèrent. Il y a des régions du monde ou des civilisations où il n'y a pas de mutilation génitale. Il y a des régions du monde où la virginité est moins sacralisée que dans d'autres. Mais, je veux dire, il y a des appareils normatifs différents. Mais la dépossession du corps des femmes et le contrôle du corps des femmes est universel. Alors, Seules ces modalités diffèrent. Catherine et Safiatou, on va dire que le corps, c'est pas forcément le sexe. En principe, enfin nous, peut-être qu'on le ressent comme ça. J'aimerais bien que Catherine réponde et puis Safiatou ensuite. Est-ce que nous ne sommes pas victimes nous-mêmes ou l'inverse? C'est pas grave. Nous ne sommes pas nous-mêmes victimes de ce regard réducteur qui nous ramène toujours à l'origine du monde de Courbet, ou la fente maléfique des livres anciens, où se logent les anges du mal de Baudelaire, tout ça, ou la fabrique à bébé de l'univers. Est-ce que ces regards ne nous ont pas façonnés dans notre relation à notre corps? Safiatou. Ah, je pense que tu as Oui, Oui, tu sais, hein, comme Sophie disait tout à l'heure là, c'est la culture, la religion et tout ce qui a trait à la culture, c'est comme l'ADN de l'être humain. C'est difficile de changer. Par exemple, dans ma culture, on nous a fait croire, moi, depuis petite, que l'excision, c'est pour la domination de l'homme, c'est pour que l'homme puisse dominer mieux la femme au lit. Ça, c'est bien. En même temps, je trouve même que c'est contradictoire quand on dit que soit la femme la plus belle, mais soit couverte, mais la nuit, soit la femme la plus voluptueuse. Ça veut dire quoi? Tu te donnes à toutes sortes d'extases avec ton mari. C'est permis. Mais en même temps, on dit qu'on veut que l'homme prenne le dessus sur le plaisir de la femme. Donc, ce regard maintenant dont tu parles, la nouvelle génération, ça change un peu. Parce qu'on n'est plus... ce qui était vrai pour au moment de nos mamans, ce n'est plus la même chose pour nous. On décide de notre corps, notre façon de nous habiller, de nous coiffer. Voilà. Et puis le monde évolue, c'est la mondialisation maintenant. Le monde évolue. On ne peut pas rester comme à l'état primitif. Les choses changent. Donc maintenant, pour moi, ce regard-là, voilà. Tu veux intervenir? Non, vas-y. Voilà. Donc pour ça, mais comme je l'ai dit au début, la culture y est pour beaucoup de choses. Parce qu'on ne peut pas, c'est l'ADN, ça change, mais la nouvelle génération est en train de nous montrer qu'il y a le déclic. C'est pourquoi tu n'as pas voulu me laisser continuer avec mon poème. Oui, voilà, c'est ça. Parce que le plus important, oui, parce que le plus important était là, le déclic est là. Cette dame-là, elle est venue chez nous parce qu'elle a refusé. Elle a fui tout un village, tout un coutume, elle est venue s'installer chez nous. C'est pourquoi elle est venue chez nous avec sa fille, là, pour sauver cette dernière-là. C'est pourquoi elle dit, ma fille ne soit pas comme moi, qui n'a pas eu le choix. Le proverbe dit, ce qui est pris n'est plus à prendre. Aujourd'hui, le choix est tien. À toi de décider, de croire en toi, suis ton cœur. Sois l'actrice de ta vie, sois l'harmonie avec toi-même. Et aussi, suis-je là le pouvoir que tu détiens, la fée douce qui te surveille comme le lait sur le feu. On ne touchera pas à ton corps. Cette cruelle blessure à mon ventre ne sera pas tienne. Tu es ton corps, il t'appartient. Fais-en ce que tu veux, ma fille. Tu vois? Il s'était prévu que tu le dises à la fin. Ça nous permettait une merveilleuse conclusion. Ah, ok. Je pense que voilà. Non, Ok. non, Ok. Je pense que la lecture était finie. Voilà, c'est ça. C'était complet. Non, voilà, il y a eu l'éveil de conscience. Prends ton micro. Ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'on pourrait croire, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que les coutumes, les traditions, les religions, effectivement, ont codifié le fait que le corps des femmes est un corps social. Mais la société de consommation aussi l'a codifié différemment. Et je crois qu'il faut... Parce que quand il faut une femme à moitié nue sur une affiche dans le métro parisien ou dans le bus d'Orléanais, ou pour faire apprécier un bon café, par exemple. Bon, je ne sais pas pourquoi le café... la suavité du café dans les pubs a toujours besoin de femmes en 3/4 dévêtues. J'ai jamais très bien compris le rapport entre un express et un corps de femme, mais enfin ça doit exister, j'imagine. Bon, et donc là aussi, c'est une socialisation du corps des femmes, c'est-à-dire que la femme est un bien public. Alors, c'est ça la grande contradiction, c'est qu'à la fois, elle doit être absolument un bien privé, puisque l'homme doit avoir le contrôle de sa femme, le contrôle de son corps, le contrôle de sa sexualité.
Donc c'est un bien privé, c'est mon bien à moi, homme. Et en même temps, c'est un bien public, puisque c'est le lieu de passage de toute une série de symboles publics, etc. Et c'est une contradiction, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement la tradition qui fait bien sûr qu'elle est très importante, mais la modernité consumériste a sa part dans l'objectisation du corps des femmes. Alors Catherine, la modernité, j'aimerais juste te poser la question à Catherine, la modernité consumériste. Non, je voulais juste dire qu'il y a une contradiction, parce que pourquoi? Quelque chose qu'on cache, on a tendance à chercher, à fouiller. Maintenant, la nouvelle génération maintenant, tu vois, par exemple, moi j'ai vu maintenant aux États-Unis, tu vois les filles dans les rues presque nues, mais personne ne fait attention. Mais dans mon pays où tout est caché, les garçons sont là et avec leurs yeux vicieux, là, ils veulent savoir ce que tu caches. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une contradiction. Catherine, voilà, pardon, est-ce que tu es complètement à des années-lumière de tout ce qu'on vient d'entendre, puisqu'on a tendance à penser que la femme occidentale est libérée par rapport à son corps, elle a réglé tous les comptes que l'humanité a pu accumuler pendant 5000 ans. Et quel rapport, en fait, toi, la femme moderne, entretient avec son corps? Quel rapport, toi, occidental, tu entretiens avec ton corps? Est-ce que tu peux parler au nom de beaucoup de femmes ou est-ce que tu ne peux parler qu'en ton nom? Voilà. Alors déjà, ça me paraît clair que la situation n'est pas la même dans toutes les sociétés. Ça me paraît une évidence. Et que nous, aussi, de notre génération, nous avons quand même eu une chance assez extraordinaire. Quand on a été jeune dans les années 70, 80... où il était interdit d'interdire. Je pense que c'était quand même une époque vraiment libérée, me semble-t-il. Donc il y a quand même... Et puis, autre chose, donc, pour aller du côté du positif, dans ce que tu disais, Sophie, tu as opposé, ce qui est d'ailleurs une opposition assez classique, tu as opposé le féminin et le maternel. C'est dans l'autre table ronde ce matin, je crois que je parlais dans toute femme, il y a la mère et la putain, quoi. Donc il y a le désir d'un côté et la maternité de l'autre, mais le corps de la femme, c'est aussi le corps de mère. Il ne faut pas le négliger, et ce corps-là, c'est un corps qui a du bonheur aussi. La mère, justement, c'est un plaisir quelque part qui est hors de l'homme. Un enfant qui tète, bon, ça peut faire mal au début, mais c'est aussi un rapport très particulier avec son enfant. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc il y a quand même le corps féminin, voilà, se réduit pas à une forme de dichotomie. Et je voudrais juste dire quelque chose, parce qu'en fait, c'est donc toi, Marie-Josée, qui m'avait demandé de lire ce texte sur le viol de Clarisse, mais ce n'était pas mon idée de départ. Quand moi j'ai voulu participer à cette table ronde sur le corps, j'avais une autre idée en tête. Et la question qui me préoccupait, c'était celle du vieillissement, en fait. C'était celle du vieillissement du corps. Et qu'en est-il de la femme? C'est sans doute parce que ce que tu dis, Sophie, parce que c'est un corps social et qu'il y a ce regard sur la beauté, ce regard sur la jeunesse. Alors qu'en est-il de la femme après 40 ans, 50 ans? Mon amie écrivaine Camille Laurence avait été, il y a quelques années, à l'émission... C'est à vous, pour son roman, je crois, Celle que vous croyez. Et Yann Moix, face à elle, lui disait, mais enfin, une femme après 50 ans, vous vous rappelez cette phrase ça n'existe pas, une femme après 50 ans. Ça, c'est rien, enfin, ce que vous racontez. Là, une femme, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire le corps. Et c'est aussi ce que racontait Camille dans ce livre, qui est assez extraordinaire, parce que c'est une histoire qui d'ailleurs lui était arrivée. Elle en a fait un roman, mais elle était partie en vacances avec un jeune amant, enfin pas si jeune que ça, il avait la trentaine. Et à un moment, elle passait quelque chose à la radio, et elle a dit, bah oui, quand j'étais petite, enfin, elle a fait une allusion au fait qu'elle connaissait cette chanson. Et il l'a regardée, il lui a dit, mais t'as quel âge? Et ils sont arrivés dans la maison de vacances qu'elle avait louée. Elle avait loué la voiture, elle avait loué la maison. Et il l'a abandonnée, il l'a plantée. Il est parti avec la voiture, il l'a abandonnée dans la maison. Mais parce qu'il avait réalisé qu'elle avait 10 ans de plus que ce qu'il croyait qu'elle avait, quoi. Et qu'est-ce qu'il faisait avec une vieille? Et donc, cette idée de la vieille, il y a une forme de mépris qui est quand même assez fort pour la sexualité de la femme vieillissante. Parce qui est censé ne pas en avoir, qui est censé ne pas en avoir. Il y a quelque chose d'un peu honteux. D'ailleurs, la femme qui désire, il y a toujours quelque chose d'un peu honteux. Et donc c'est ça. Donc, au départ, le texte que je voulais lire, il était à propos de ça. J'en reparlerai sans doute après. Mais quelque chose qui se passe dans mon roman qui a à voir avec ça. Voilà. Oui, tout à fait. Comme ça, tu pourras lire l'extrait. J'ai l'air d'être un gendarme qui vous empêche de vivre vos vies, les filles. C'est même pas vrai. Oui, tu veux revenir sur... Non, je voudrais revenir
Parce que finalement, ça parce que signifie- c'est effectivement ça signifie très quoi intéressant. Ça signifie quoi, Sophie, tout ce qu'on vient d'entendre? Ça veut dire que le corps des femmes est tellement fantasmé qu'il appartient à un fantasme donc collectif Bien sûr. d'une société. Et est-ce que, d'une manière générale, est-ce que la banalisation de tout ça, par Il rapport n'y a au... pas de... Il y a la banalisation du corps de la femme, c'est-à-dire on arrête les fantasmes. Parce que finalement, c'est assez agréable d'être un fantasme. Ce qui n'est pas agréable, ce sont les scories, les théories mortifères, les réductrices qui vont avec. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'on garde le fantasme et puis qu'on se débarrasse du reste? Ça me paraît difficile. ça me paraît pas franchement très facile. Mais je voudrais revenir quand même, si tu permets, sur ce que disait Catherine, parce qu'effectivement, puisqu'on parlait des religions tout à l'heure, je cite le verset archi connu du Coran, le paradis est sous le pied des mères. Donc il y a une différence, et c'est justement la maman ou la putain. Bon, c'est ces deux images des femmes, la maman ou la putain. Le corps des mères est valorisé. Si on prend la peinture, la sculpture, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, c'est des images de corps de femmes totalement valorisées. Voilà, qu'à se balader dans un musée comme celui-là ou un autre. Donc, le corps de la mère est valorisé en opposition au corps de la femme. C'est pour ça que je disais... Il y a les odalisques aussi. La féminité sans reproduction est totalement démonisée. Prenons les sorcières, prenons, etc. Bon, donc, la féminité n'est valorisée que quand elle sert à produire de la descendance. Là, effectivement, alors ça peut être un plaisir pour les femmes, bien sûr. Le rapport à son corps de mère, je ne disconviens pas au fait que il y a quelque chose de l'ordre du plaisir, c'est l'évidence. Toutes les mères diront à peu près la même chose, à de rares exceptions près. Mais je crois qu'il faut faire, et je termine par là, je crois qu'il faut faire parce que cette dichotomie, elle existe partout. Il y a les femmes d'un côté, les mères de l'autre. Est-ce que je peux juste dire quelque chose à propos de la... Attends, excuse-moi, tu voulais dire que tu voulais réagir? C'est à propos, enfin, je ne sais pas si ça a à voir avec ça, puis désolée, c'est une anecdote personnelle, mais qui me revient tout à coup à la mémoire, qui a été la réaction... J'ai publié ce petit livre qui s'appelle « Jouir », en 97, où j'en ai parlé ce matin, où j'avais essayé d'écrire comme un homme, c'est-à-dire de façon neutre, comme les écrivains homosexuels que je lisais, qui étaient Hervé Guibert et Renaud Camus, de décrire tout ce qui m'était arrivé dans ma vie qui avait à voir avec le désir, et avec la sexualité. C'est une sorte de mosaïque, il n'y avait pas vraiment de récit, il y avait une série de scènes, et c'était extrêmement cru, mais ce n'était pas fait pour la crudité, j'étais factuelle. Alors, réaction à ce livre, qui s'appelait donc « Jouir ». Pourquoi s'appelle-t-il « Jouir » d'ailleurs ? Parce qu'à un moment, je voulais être sûre, quand j'ai fini le livre, que je n'avais pas de scène sexuelle qui servait à rien. Je voulais pas, c'était pas un roman érotique. Et donc, j'ai recherché tous les mots avec des racines de mots qui avaient à voir avec la sexualité. Et quand j'ai cherché « jouir », j'ai remarqué que j'utilisais beaucoup « jouir »,« jouissance », mais il a joui, j'ai joui, enfin, on dirait « ikem », donc c'est l'orgasme, quoi, voilà, tout, de façon très neutre et très simple. Et donc, je pensais que « jouir », c'est un bon titre. Alors, réaction, donc c'est 97. Premier article, c'était Jérôme Garcin qui publie un article de 3 pages dans le Nouvel Obs qui s'appelle « La rentrée sera chaude » et qui commence avec mon livre pour dire, alors là, Mademoiselle Cusset, hein, non, Mademoiselle, hein, j'étais mariée, mais Mademoiselle, et il dit en gros, ce livre, c'est tout sauf de la littérature. Tout sauf de la littérature. Et il termine, donc il y avait un livre à l'époque qui est sorti cette même année, d'un garçon, d'un homme homosexuel qui avait décidé d'écrire un roman d'amour pour une femme. Tout était métaphorique. C'était de la métaphore après de la métaphore. Il enchaînait les métaphores. Et là, le garçon dit, ça vraiment, ça c'est de la littérature. Et ce livre a terminé avec le prix Femina ou Médicis ou peu importe. Et puis, il y a eu un autre article, en tout et pour tout, sur mon livre, il y a eu cet article-là. Et il y a eu juste un autre, dans le magazine littéraire, il y a eu 3 lignes, où l'on apprend, je suis désolée, hein, bouchez-vous les oreilles, et c'est la citation de l'article, hein, où on apprend que la demoiselle n'a pas le trou en face de l'ouverture. Jamais livre ne m'est tombé des mains aussi vite que celui-là. À côté de ça, j'ai reçu plein de lettres d'écrivains me disant « J'ai jamais vu un livre aussi vrai. J'arrive pas à croire que vous avez eu ce courage. C'est incroyable, tellement ce livre est vrai. » Et voilà. Et bon, heureusement, ça n'a pas totalement empêché ma carrière littéraire. D'ailleurs, Garcin, après, a couvert chacun de mes livres.
Et il m'a continué à m'appeler un petit peu Mademoiselle Cusset. Puis après, maintenant, là, d'ailleurs, vous voyez, là, dans le nouvel article sur ce livre-là, il m'appelait la Grande Catherine. Alors, vous voyez, ça a Ah bien oui, on est changé. passé- Mais on bon, est- je suis devenue respectable. Voilà. Mais ceci pour Tu as dire, arrêté d'écrire sur la jouissance et l'orgasme. voilà, en tel point, comment un livre qui, pour moi, n'était pas un livre d'érotisme, c'était un livre sur la vie. C'était un livre sur les femmes. J'écrivais l'expérience d'une femme et qui était franchement, je sais pas, vous savez aujourd'hui quand vous voyez des jeunes qui font des quiz là dans les journaux l'été pour savoir combien il y a eu, évidemment, pour qu'il y en avait 40, 50. Moi, ça restait très raisonnable en termes de chiffres. Il n'y avait pas tant que ça. Voilà. Donc c'était vraiment l'expérience d'une femme archi banale et de voir cette réaction, ce silence, ça m'avait frappée. Et je m'étais dit vraiment, et ça m'avait pas du tout affecté à l'époque. J'avais pensé, je leur ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. J'étais fière de moi, et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, je n'aurai plus cette liberté. Alors, bon, tu parlais du corps vieillissant de la femme. Tu parlais du corps vieux. Alors, c'est très drôle parce qu'en créole, on dit vieux corps. Vieux corps. Ça n'est ni masculin ni féminin. Ah, c'est un vieux corps. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a plus de sexe, qui est asexué. Toi, tu parlais du corps collectif, c'est-à-dire le fait que le corps de la femme ne lui appartient pas. Mais est-ce que les femmes, est-ce que nous connaissons vraiment notre corps? Est-ce que nous aimons notre corps? Safia, toi, est-ce que tu aimes ton corps? J'adore mon corps. J'adore mon corps, franchement. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute de plus? J'adore mon corps. C'est bien parce que c'est une réponse qui se passe de commentaires. Oui. J'adore mon corps, c'est ni pourquoi, ni comment, ni tu adores ton corps. Il t'a donné beaucoup de bonheur, de plaisir. Il m'a donné beaucoup de bonheur, ça c'est bien. Et puis de dire qu'est-ce que je peux changer? Je suis né comme ça. Dieu m'a donné, j'apprécie ce que j'ai naturellement. Ce que j'ai naturellement, je l'apprécie. Je ne suis pas quelqu'un qui va peut-être aller sur le bistouri, changer quelque chose en moi, parce que ce corps, je l'accepte. D'abord, la beauté, c'est quoi? C'est accepter comme tu es. Donc, j'accepte mon corps et je l'aime, je l'entretiens. Voilà. Alors, Sophie, est-ce que les femmes connaissent leur corps? Les bras, les cuisses? Est-ce que les femmes connaissent leur corps? Les bras, les cuisses, la peau? Mais pareil. Pourquoi tu lui demandes pas si elle aime son corps? Je lui demande si elle aime son corps. Après, une fois que j'ai posé la question presque scientifique à une scientifique, à une historienne. Non, mais quelque part... Alors, est-ce que tu aimes ton corps, Sophie? Les humaines sont heureusement, ou les sciences sociales sont heureusement, n'ont pas la prétention, ne doivent pas avoir la prétention des sciences exactes. On travaille avec de l'humain, c'est-à-dire de l'imprévisible. Alors, est-ce que tu aimes ton corps, Sophie? Oui, bien sûr, puisque je vis exactement de la même façon que ce que disait Safiatou, c'est-à-dire ce corps t'est donné à la naissance, peut-être que, et j'ai la chance, et je touche du bois, parce que je suis cartésienne, mais il faut toujours quand même prendre ses précautions, donc je touche du bois. Oui, donc, ça mange pas de pain. Bon, mais à partir du moment où on a la chance d'en avoir aucune déformation corporelle, de n'avoir aucun handicap, d'avoir un corps, si je puis dire, normalement constitué. On est né comme ça, on a grandi, ce corps grandit avec... Et si on l'aime pas, on est fichu. Voilà. Si on l'aime pas, on est fichu. Alors c'est Si drôle. on- Je m'avoue si on fichu. l'aime pas, je Tu crois t'as- qu'il y a- tu- je crois qu'il y a une chose très importante. Et que je crois que de ce côté-là, les philosophies extrême-orientales ont beaucoup de choses à nous apprendre. Il n'y a pas de dualisme. Dans la philosophie occidentale, il y a ce dualisme du corps et de l'âme, et le corps n'est qu'une enveloppe, alors ça dépend évidemment, une enveloppe charnelle affreuse en général, et l'âme est ce qu'il y a de plus noble dans l'être humain, puisque c'est elle qui survit à cette malencontreuse enveloppe charnelle qu'on est obligé Qui d'avoir. pourrit au fond de... Et qui pourrit au fond d'une tombe. Dans les philosophies extrême-orientales, il n'y a aucun dualisme, aucune séparation entre l'âme et le corps. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, en général, c'est pas un hasard. Les religions extrême-orientales sont des religions athéistes. Elles sont sans Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Bon, c'est quand même pas. Et donc, à partir du moment où on ne fait pas cette différence, eh bien, on vit son corps, on est son corps. Donc, comment le refuser? Alors Catherine dit qu'elle elle ira directement. Rapidement là, pour une anecdote, mon père a joué un grand rôle en me faisant accepter mon corps. Dans ma famille, chaque fois mes soeurs, mes frères me critiquaient, ça fait tu as une grosse lèvre.
Tu vois, j'ai hérité ça de mon papa. Un jour, il m'a dit, tu sais quoi, dis-leur que tu es la fille de ton papa. Au moins, ta maman ne m'a pas trompée. Voilà. Et depuis là, ce jour-là, ils ont tous coulé le bec. Voilà. Merci, Catherine. Vas-y. Le philosophe, ton père était philosophe. Alors, Catherine, toi, tu dis, voilà, je suis l'exception, là, autour de la table, j'aime pas. Ah oui, moi, je suis une vraie judéo-chrétienne. Hein. Moi, j'ai une mère. C'est-à-dire la culpabilité. Mais je sais, j'ai une mère qui a toujours dit qu'elle détestait son corps. Elle est très belle. Enfin, je veux dire, elle a absolument aucun handicap et elle est mince, elle est élégante, elle est belle. Elle déteste son corps. J'ai grandi avec ce discours sur la détestation du corps, dont j'ai complètement hérité. J'ai toujours vaguement honte de mon corps. J'ai l'impression d'être grosse sans arrêt. Tu travailles là-dessus ou pas? Non, mais je plaisante. Mais c'est vraiment... Catherine, t'es belle. Il y a deux choses qui me sauvent de la haine du corps. C'est l'écriture, qui fait que je suis assez indifférente, parce que finalement, l'espace de l'écriture est un espace autre où je constitue mon identité et pas dans le corps. Donc il y a ça. Et il y a un lieu physique quand même, puisque je suis moitié bretonne. Et il y a une plage que j'aime avec passion, qui est une plage très très sauvage, sur la presqu'île de Crozon, il est difficile d'y accéder. Et c'est un petit bout de plage où je vais tous les étés depuis que j'ai 15 ans. C'est le côté gauche de la plage. Je lui ai consacré un livre qui s'appelle Le côté gauche de la plage. Et ce côté gauche est à la fois homosexuel et nudiste. Et là, le corps nu me paraît le corps dans son état d'innocence. Il n'y a plus aucun problème parce que aussi j'ai l'impression que le corps nu n'est pas regardé. Enfin, autant un corps en maillot peut être regardé, autant un corps nu, bon, il y a toujours des voyeurs, mais ceux-là, on les envoie se balader. Et donc, il y a quelque chose là, il y a un bonheur, mais complètement natif. Enfin, là, le corps, là, je comprends ce que vous dites, quoi. Mais sinon, moi, je trouve ça compliqué. Et d'ailleurs, mon roman, il est entièrement là-dessus. Aucun de mes deux personnages n'est bien dans son corps. Celle qui est sensuelle et passionnée, elle se croit moche. C'est par les yeux de l'autre qu'on la voit très belle. Et pas, de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire aussi aimer son corps? En général, on aime son corps. C'est le reflet de soi. Le reflet de soi dans le regard de l'autre. Oui, mais quelle est la poule et l'œuf? Est-ce que vous vous trouvez belle parce que vous êtes désirée? Ou est-ce que vous êtes désirable parce que vous vous trouvez belle? Et surtout, est-ce que la beauté est essentielle pour exprimer le corps? Est-ce que la beauté est essentielle pour exprimer le corps? Puisqu'on parle du corps. La beauté, c'est... Oui, qu'est-ce que c'est la beauté? Vous avez raison. La beauté, c'est une sorte de... c'est une sorte de confiance, une sorte d'énergie qui vient de soi, finalement. Qu'est-ce que c'est d'autre que ça, que la beauté? Je sais pas. Je crois qu'il y a deux choses dans la beauté. Il y a la beauté, l'injonction, et alors les injonctions changent selon les sociétés, et puis il y a effectivement le regard de l'autre. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que dit Catherine, judéo-chrétien, parce que ça, c'est une invention extrêmement récente, c'est-à-dire qu'il y a une quarantaine d'années à peu près, et sur ce plan-là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire pourquoi? Car il n'y a que la chrétienté dans laquelle il y a la notion de péché. Dans le judaïsme et dans l'islam, qui sont beaucoup plus proches l'un de l'autre que chacun de la chrétienté, la notion de péché n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le péché dans le judaïsme et dans l'islam? C'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Ça, c'est interdit. Mais c'est pas le sexe en soi n'est pas interdit. Il n'y a pas de péché originel. Il n'y a pas de honte du corps. Donc, judéo-chrétien est une imposture idéologico-politico, pour un tas de raisons. Moi, j'ai écrit dans un bouquin que j'avais écrit il y a une vingtaine d'années qui s'appelle L'Occident et les autres. J'avais analysé ce que j'appelle l'imposture judéo-chrétienne. Mais sur cette question-là, la notion du péché, c'est exclusivement chrétien. Oui, mais pourquoi est-ce que ça construit quand même, ça construit non, mais les âmes, je dis c'est pas judéo-chrétien, c'est chrétien. Juste une question complètement annexe d'ailleurs peut-être. Enfin, moi je dis judéo-chrétien dans mon cas, pardon, parce que ma honte du corps vient de ma mère juive. Et qu'en plus de ça, j'ai le catholicisme de mon père. Donc les deux se sont quand même un peu superposés. Mais donc c'est vraiment, je suis bien judéo-chrétienne dans ce sens-là. Mais c'est mon corps, c'est moi. Mais pourquoi juste comme ça, parce qu'on est en train de parler des normes et c'est une question, alors là pour le coup vraiment posée à celle qui sait par curiosité, pourquoi est-ce que les juifs orthodoxes rasent leur tête et mettent des perruques?
Mais c'est la même chose que le voile en islam. C'est-à-dire, pourquoi? Alors là, il y a des bouquins extrêmement savants, extrêmement intéressants qui ont été... La chevelure des femmes est un lieu de... elle est diabolique, hein, parce qu'elle excite le désir. La chevelure des femmes excite le désir. Bon, voilà. Et donc, dans la tradition musulmane... Excite le... Excite le désir. Excite le désir masculin. Baudelaire Bon, a fait un poème sur le la chevelure. Les cheveux, la chevelure excite le désir. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon. Et donc, la chevelure doit être cachée. Donc, le fait que les femmes juives se rasent la tête et mettent une perruque, et sur la perruque le chapeau, hein, est l'équivalent du voilement des femmes dans l'islam. Donc il y a bien quand même quelque chose, c'est pas tu disais que le péché n'est que du côté oui, mais des chrétiens, mais quand même. C'est-à-dire l'acte sexuel licite. Licite. C'est-à-dire à l'intérieur des liens du mariage. Il n'y a pas de péché à avoir des rapports sexuels. Mais qu'est-ce qui se passe? La question du désir, bon, c'est aussi bien dans le judaïsme que dans l'islam, c'est au fond, l'homme est faible. Au fond, l'homme est faible. Parce que n'importe quoi, quand il voit une femme, ça excite son désir. Ça excite son désir, et donc, je ne veux pas tomber dans les descriptions ou dans la vulgarité, mais le fait que ça excite son désir fait qu'il a envie de relations sexuelles non licites. Et c'est cette illicéité qui est punissable. Voilà, c'est que il va avoir envie de sauter sur la femme en question en dehors des liens du mariage. Pour empêcher qu'il ait des envie de sauter dessus en dehors des liens du mariage. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et donc, la femme doit se cacher parce que l'homme est faible et ne peut pas contrôler son désir. Alors, mesdames, je vais vous poser, parce qu'on arrive un petit peu au bout du rendez-vous. C'est passionnant parce que vous en arrivez même à discuter entre vous, parce que vous n'êtes pas totalement, tout à fait, complètement d'accord. Et c'est bien que chacune... On parle de perspectives différentes. Voilà, aussi, exactement. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que ça donne une image de ce que nous sommes, à savoir le PEF, qui est la réalité. Dans nos différences, nous arrivons à trouver des socles communs et nous avons envie de faire marcher le monde. Quelles sont, pour vous, toutes les trois, les angoisses de demain? Qu'est-ce qui peut encore nous arriver? Arriver à nos corps. Ils ont déjà été vendus, violentés, marchandisés, étalonnés, convoqués par les modes, par le devoir, par la mémoire, par les injonctions en tout genre, dites spirituelles. C'est pour quand et pour qui la liberté de nos corps? Qu'est-ce qui peut encore nous arriver? Vas-y. Moi, je pense que ce qui me paraît assez effrayant, on voit déjà ce qui se passe aux États-Unis quand même. Hein, le Texas et le nombre d'États qui vont rendre l'avortement impossible après la 6e semaine. Enfin, il y a une telle régression, c'est absolument incroyable. Donc moi, je crains beaucoup le glissement vers les régimes politiques de droite, parce que c'est quand même ça qui s'est passé aux États-Unis, avec cette Cour suprême qui maintenant est complètement à droite. Donc on sent que les acquis ne sont pas nécessairement... il va falloir être vraiment vigilant. Et en plus, quand il y a eu la marche des femmes contre Trump en janvier 2017, nous étions très, très nombreuses. Il y avait... je ne sais plus le nombre, vraiment, il y avait des femmes partout dans Washington et à New York et dans beaucoup de villes des États-Unis. Et là, il y a eu apparemment récemment une marche contre donc l'interdiction de l'avortement. Il n'y avait pas grand monde parce que ça paraît finalement, comme c'est quand même possible dans certains États et pas dans d'autres, c'est pas évident d'arriver à s'unir pour protéger ces acquis. Et il faut absolument que les femmes parlent pour les femmes. Parce que je ne suis pas sûre que les hommes parleront pour les femmes. Donc, non, mais c'est la vigilance. C'est une évidence qu'il faut que les femmes parlent pour les femmes. Comment ? C'est une évidence qu'il faut que les femmes parlent pour les femmes. Alors, avec un peu de chance, avec la chance qu'on a, c'est qu'on peut espérer qu'au niveau politique, il y aura, espérons-le, de plus en plus de femmes dans les gouvernements, ce qui serait quand même
une chose assez bonne. Enfin, ça Il y a dépend aussi si elles des- sont de gauche ou il de y a droite aussi aussi. des- Il y a aussi il y a aussi des hommes qui viennent défendre la position des femmes. Il ne faut pas les oublier parce qu'ils existent et on n'a pas envie de les perdre. Parce que finalement, plus on est nombreux, plus on est fort. Safiatou, Mais moi, je pense de que- quoi Non, rapproche ton micro. je pense que c'est comment je peux dire? C'est la rançon du développement, en fait. Du développement. Voilà, par exemple, comme tu parlais de New York, c'est ça, tu vois presque les enfants nus dans la rue. Moi, je me rappelle, dans ma famille, une fois, j'avais 2 cousines que j'adorais. Et elles étaient supposées être des civilisées, parce que moi, je venais de la brousse. J'avais fait mon enfance dans la brousse, elle était dans la capitale, à Bamako. À l'époque, c'était à la mode les jaguettes, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez les jaguettes, c'est des sautés comme ça, là, et puis avec le bas-ventre dehors. Donc, mes cousines avaient ça. Je voulais avoir ça. J'étais complexée auprès d'elle. Donc, on va chez le grand-père en vacances. Mon grand-père il savait coudre, tailleur, voilà. Donc, maintenant, mes cousines avaient ça. Et moi, j'avais le nombril dehors. Moi, j'avais une robe toute droite là. Je suis allée, j'ai pris un ciseau. Des ciseaux, j'ai coupé pour faire une jaguette. Je suis allée au marché. À mon retour, mon grand-père a cousu la même robe. J'ai passé toute la journée à pleurer. Mais maintenant, est-ce que moi, ça fait tout? J'ai le même pouvoir sur mes... J'ai pleuré, mais ça n'a rien changé. Mais mes enfants, ils s'habillent comme ils veulent. Nos fils s'habillent comme ils veulent. Rien ne change parce que c'est la mondialisation. Ils sont plus en contact avec le monde. Moi, j'ai vu aux États-Unis, on est agressé. Que tu veux, tu le veux pas, tu vois des choses contre la décence, mais tu ne peux rien faire parce que c'est comme ça maintenant. On ne va plus retourner en arrière. Le monde évolue, avance. Est-ce que c'est aussi sûr qu'on ne retournera plus en arrière? Je ne suis pas... Non, je c'est suis pas pas aussi possible. sûr que toi. Ouais. Sophie. Non, mais moi je suis d'accord avec Marie-Jo, c'est-à-dire qu'au fond, le danger qui guette les femmes, c'est qu'aucun acquis n'est irréversible. Aucun. Et là, on le voit, on a beaucoup parlé, pas suffisamment, mais on a beaucoup parlé de l'Afghanistan ces derniers jours, bien évidemment. Mais tous les mouvements réactionnaires aujourd'hui, tous, Catherine parlait des États-Unis, du Texas et du fait que la Cour suprême est passée totalement à droite. J'évoque l'Afghanistan, je pourrais évoquer autre chose. Tous les mouvements réactionnaires sont misogynes. Ils sont profondément misogynes. La misogynie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Tout à Et c'est fait. ça qui est Elle le plus arrive grand masquée. danger. Elle arrive Pourquoi? déguisée. Non, pas forcément. Elle peut arriver très clairement. En Afghanistan, les talibans, ils ne sont pas masqués. Oui, du non, tout. mais je veux dire Bon. en Europe, par Non, exemple, en en France. quoi? Disons que la domination des femmes, l'oppression des femmes, elle est aussi ancienne que les sociétés elles-mêmes. Et donc, le patriarcat, on va parvenir à ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? C'est que, c'est un peu ce que tu disais, Safiatou, en 50, 60 ans, en un peu plus d'un demi-siècle, les choses ont changé. Les choses ont changé et il y a un début incontestable d'évolution des rapports de genre. Ils ont changé. Avec, on le disait hier, je crois, la scolarisation, l'entrée dans le travail salarié, tout ce qu'on voudra, on ne va pas revenir là-dessus. Hein, Charlotte, tu en parlais hier. Aujourd'hui, il y a une panique du masculin. Et le plus grand danger, à mon avis, qui menace les femmes, c'est cette panique du masculin. Parce que dans cette tradition patriarcale, dans cette domination, dans cette oppression, elle était tellement naturelle, cette domination, cette oppression, qui s'exerçait de mille et une manières, qu'on n'avait pas besoin de haïr les femmes. Aujourd'hui, dans cette panique du masculin, il y a une haine des femmes, et donc une violence, disons, réactive, si je puis dire, une violence réactive par rapport à cette évolution des rapports de genre qui est réelle. Les rapports entre les hommes et les femmes, au cours des 60 dernières années, ils ont changé, incontestablement. On le voit dans la vie quotidienne, on le voit dans la vie d'aujourd'hui, y compris dans des sociétés qui sont moins, j'aime pas le terme avancé, parce que c'est un terme qui est trop connoté, mais enfin bon. Et donc, je crois que cette panique du masculin, parce que les hommes aujourd'hui, je prends les hommes en tant que collectif, évidemment, parce que tu rappelais très justement qu'il y a beaucoup d'hommes qui se battent aux côtés des femmes pour nous, en Tunisie, il y a des choses qu'on n'aurait pas obtenues dans la constitution de 2014 si beaucoup d'hommes ne s'étaient pas battus à côté des femmes. Mais si on prend les hommes en tant que collectif, là encore, effectivement, les hommes d'aujourd'hui, beaucoup se demandent, mais à quoi on sert? À quoi on sert, ça veut dire quoi? Les hommes
dans des sociétés qui avaient besoin de l'énergie humaine, de la force physique, les hommes avaient un rôle à jouer parce que physiquement, ils faisaient des travaux difficiles. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où la force physique ne sert plus à rien. Tout passe par la machine. Donc la force physique masculine n'est plus un atout, disons, du privilège masculin. Bon, du privilège de masculinité. Et puis il y a plein de choses. Bon, maintenant, on commence à fabriquer les enfants dans des éprouvettes. Donc ça aussi... ça fait longtemps, tout à fait. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent qui fait qu'il y a le masculin qui est en crise. Et je crois que cette crise du masculin est un danger pour les femmes parce que la réaction est une réaction de violence extrême. J'ai un copain, j'ai rapidement une anecdote que je vous livre, qui a fait un cauchemar récurrent. Il rêvait que nous étions toutes des Amazones et que les hommes étaient parqués dans des espaces et qui servaient uniquement de reproducteurs et qui n'étaient même pas obligés d'accomplir l'acte pour aider à la reproduction. Non, ce n'est pas un rêve, mesdames. C'est un cauchemar. Soyons clairs, c'est un cauchemar. Nous transmettons quoi au futur? Alors, Safiatou, en fait, j'aimerais bien... Dis-moi. Ah oui, c'est vrai que tu as ton train, mais tu peux pas partir. Tu peux pas partir avant de nous dire ce que tu as envie de transmettre au futur. Parce qu'après, Safiatou va conclure en lisant la fin de son poème. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre au futur? En une phrase. Ton corps. Ah là là, non, Quelle partie de ton corps tu préfères? Oh là là, mais c'est... Ah, c'est terrible, hein, ça te fait rater ton train. Ça, c'est difficile. Hein. Ah oui, vraiment difficile. Non, mais vraiment. Ça peut être ton genou, ton bras. Ah non, vraiment pas. Je crois tes yeux, ton nez, ta bouche. C'est difficile comme question. C'est difficile, tes cheveux, c'est difficile. Non, vraiment difficile. Vraiment difficile. Je peux pas répondre. Tu peux, voilà. Tu zappes, bravo. Désolée, il n'y en a pas que je préfère. Et qui veut répondre? Safiatou? Moi, j'aime mes mains, Tu aimes tes mains? j'aime mes doigts. Oui. Sophie? Ouais. Ton micro. Je vais finir par une histoire. Bon voyage. Hein. Moi aussi, je suis comme Catherine, je ne peux pas répondre. Mais je vais raconter. C'était Cavana, qui était un humoriste franco-italien et qui avait inventé... On applaudit Catherine qui nous quitte. Catherine, bon retour. Et pleine vie. Qui avait un jour raconté cet aphorisme que j'adore. Quand on coupe la tête d'un intellectuel, il meurt. Bon. C'est génial. Je la ressortirai. Ça, j'avais adoré. Ah ouais, quand on coupe la tête d'un intellectuel, il meurt. Et donc, je suis comme Catherine. Je peux pas répondre. Je crois qu'aucune partie de mon corps n'est indissociable l'une de l'autre, mais j'aime bien ma tête, je crois. Tu vois qu'il y a quelque chose qui te... Safiatou, pour terminer, puisque c'était prévu, tu n'as pas terminé la fin du poème, parce que c'était juste la fin. C'est à partir de tuer ton corps, il t'appartient. Fais-en ce que tu veux, ma fille, puisque tu as lu ce qui était avant. Fais-en ce que tu veux, ma fille. Tu vois, c'est la deuxième partie. Personne n'a le droit sur lui. Ma fille ne soit pas comme moi, c'est ça? C'est là-bas? Non? Non, parce que tu as déjà lu cette partie-là, Oui, donc il faut que tu ailles plus loin. Voilà, ok. Tu es ton corps, il t'appartient. Tu es ton corps, il t'appartient. Fais-en ce que tu veux, ma fille. Personne n'a de droit sur lui. Personne ne pourra le prendre, faire de lui son plaisir sexuel. Je suis décidé, tellement décidé, déterminé, tellement déterminé. La révolte se lit dans tes yeux. Tu as compris. Là, je renais. Personne ne peut me voler cette renaissance. Aujourd'hui est jour de révolte. Insister ne me fera pas céder. Qu'ils osent donc. Je leur ferai avaler leur imprudence. Je trancherai le pénis de cet assoiffé de sexe qui osera t'approcher. Ça ne sera pas une grande perte. Fier en ce moment, je le brandirai ce pénis aux quatre coins afin qu'il ne souille plus la vue de celles qui ont choisi de garder leur corps intact. Vierge à vie, et oui. Alors, vierge à vie, oui. c'est drastique. Hein. C'est la virginité comme objectif. La virginité comme objectif. Alors, est-ce qu'on parle d'une virginité physique ou intellectuelle ou psychologique? Est-ce qu'on a besoin de faire ground zero pour repartir en étant en accord avec nos corps, Sophie? J'avais regardé un documentaire il y a pas très longtemps sur l'hymen.
Alors l'hymen, c'est très intéressant. Moi j'ai appelé, c'était un petit documentaire sur l'hymen. Le film, c'était C'est quoi la virginité? Alors, dans le fantasme collectif, puisque tu parlais de fantasme tout à l'heure, l'hymen, c'est une barrière. C'est quelque chose que l'homme doit percer, parce que les hommes aussi sont malheureux de ce côté-là, parce que sinon nous sommes enjoints à de la féminité, l'injonction à la virilité n'est pas toujours facile à assumer non plus. Hein. C'est pas évident d'être enjoint à la virilité. Donc c'est cette espèce de membrane solide qu'il faut percer avec détermination et parfois violence. Eh ben pas du tout, figurez-vous. Eh ben alors l'hymen, c'est pas du tout une membrane solide qu'il faut percer avec détermination et violence s'il le faut. Dans Femmes du Maghreb, l'enjeu, j'avais raconté ce que m'avait raconté un médecin sur les femmes qui arrivaient parfois à l'hôpital parce que l'homme avait tellement peur de ne pas assurer qu'elles arrivaient, mais détruites complètement à l'hôpital, que c'est quelque chose de très fluide. C'est une espèce de... Ça se présenterait... Très léger. Voilà, très léger. Et ça n'a rien à voir avec une membrane. Bon, effectivement, ça peut saigner. Ça peut ne pas saigner, effectivement. Alors bon, si ça saigne pas, malheur aux filles, parce que... Certaines filles ne l'ont pas même. Voilà. Certaines Et donc, je crois que il faut, au lieu de dire est-ce qu'il faut rester vierge, est-ce qu'il ne faut pas rester vierge, la virginité, ça n'existe pas, c'est un fantasme. C'est un fantasme. C'est une construction. C'est une construction. Voilà. Si on regarde physiquement ce qu'est l'hymen, eh ben, c'est pas cette membrane à détruire. Voilà. Donc la virginité, ça n'existe pas. Mais en même Bon, temps, ça pourrait être une belle phrase de conclusion. Mais en même temps, chez nous au Mali, pendant les mariages, en fait, on te demande de rester vierge jusqu'à ton mariage, mais le jour du mariage, c'est l'homme qui est comment on appelle, qui applaudit, parce qu'il arrive, comme il l'a dit, il arrive à percer l'hymen. Donc c'est lui, on montre sa bravoure, voilà, une performance, voilà, sa virilité, ça montre qu'il est un homme. Donc l'homme qui n'arrive pas à faire ça, c'est la honte pour sa famille. Certains, je connais des familles, il y a un monsieur qui a quitté sa famille, voyager dans la nature parce que ce jour-là, il n'a pas pu rien faire. Mais ça, c'était pourquoi? C'était parce que la fille était excisée. Il y a des formes d'excision où la femme est cousue complètement. Et c'est plus difficile de percer ça que de percer l'hymen, qui est plus léger que, je sais pas, un hymen, plus facile à percer qu'une femme cousue pour l'excision. C'est atroce qu'on arrive à parler c'est atroce. qu'on arrive à parler de ça comme ça, oui, comme si c'était une conversation ordinaire, un hymen qui est parti. Enfin bon, je pense qu'on aurait pu franchement continuer ce débat et puis l'ouvrir sur la difficulté de la virilité. En fait, c'est sûr que c'est aussi un problème dont on va peut-être parler un jour, mais enfin en ce qui nous concerne sur le corps des femmes, moi ce que je retiendrai de ce que vous avez dit, c'est que les femmes sont en possession de leur corps, qu'elles doivent échapper à cette espèce d'aspiration du corps collectif et cette appropriation de la société globalement de leur corps. Ça, on ne sait pas trop comment on va faire, mais c'est toujours bien de le savoir. Et puis, je salue Catherine qui n'est pas avec nous, mais qui nous a dit des choses qui sont importantes. Il y a des femmes qui n'aiment pas leur corps, mais ça n'empêche pas qu'elles jouissent de leur corps et qu'elles voilà, c'est aimer son corps, on n'est pas dans l'esthétique. On n'est pas dans la beauté, on n'est pas dans tout ça, on est dans l'appropriation de son propre corps. Donc, mesdames, 1000 fois merci. Merci à toi. Merci Sophie, merci Safiatou et merci à vous. Et merci à Catherine dans son train.